Bien, bonjour, je commence. Vous entendez? Ça va? Le micro, ça va? Bien. Alors, face à la démesure contemporaine, quelle réponse? Moi, j'enseigne la philosophie, alors vous vous en doutez un peu, je ne vais certainement pas vous donner de réponse. Nous, notre travail, notre métier d'homme en tant que philosophe, c'est de poser des questions. Donc, il n'y aura pas de réponse. Il y aura une philosophie de la question. En plus de ça, on arrive tout à fait à la fin. Ça aussi, c'est la caractéristique du philosophe, la chouette de Minerve qui arrive après le combat. Je ne ferai pas non plus de synthèse. À un moment, j'y ai pensé, mais de toute façon, il y aura une conclusion, donc je ne vais pas la faire. Mais simplement, je veux vous dire que j'ai été nourrie de tout ce qui a été dit depuis le début. Et l'idée qui m'est venue finalement, c'est que face à la démesure contemporaine qu'on a vu se manifester, à propos de laquelle on a vu tous ces témoignages vivants, face à cette démesure contemporaine, je pense qu'il faut vraiment prendre le problème à bras-le-corps. Il faut se dire que la démesure est partie intégrante de la nature humaine. Il me semble qu'elle est innée, qu'elle fait partie de nos instincts, de nos pulsions, et que la mesure dont je suis censée parler, la mesure, c'est quelque chose de construit, c'est quelque chose qui s'élabore, c'est pas naturel. Ça, Camus le savait très bien, et souvenez-vous de ce que disait Jean Grenier, qui disait que Camus avait commencé par la violence et que ce n'est qu'après, lentement, par un effort constant, qu'il était arrivé à la mesure. Et cet effort constant, ça porte un nom, ça s'appelle l'apprentissage. C'est l'apprentissage qui fait le lien entre ce qui est inné et ce qui est acquis, ce qui est naturel et ce qui est culturel. Et en fait, le cheminement de Camus est un cheminement qui est le reflet de ce qu'avaient fait les Grecs. Les Grecs, vous avez peut-être la vision de l'art grec tel que nous l'a montré Michel Barré, Athéna pensive, l'équilibre, la mesure. Vous savez très bien que les Grecs ne sont toujours pas un peuple mesuré. S'ils arrivent à cette mesure, face à la démesure contemporaine depuis le début de la Grèce, c'est qu'ils font cet effort que Nietzsche a parfaitement compris entre un instinct de démesure, de folie, je schématise, disons l'instinct dionysiaque, et puis en face, l'instinct d'Apollon, et là aussi je schématise Apollon qui serait le symbole de la mesure. Donc en fait, Camus est bien évidemment tout à fait actuel, parce que notre époque, elle connaît aussi cette démesure et cet nécessaire apprentissage de la démesure. Et là, je voudrais m'appuyer sur ce qu'a dit très bien Marilyn Maezot quand elle parle de la peste, et qu'elle dit que la peste, elle est en nous. Ça ne nous tombe pas de l'extérieur, c'est en nous. Et ça, c'est une idée qu'on retrouve chez les Grecs de façon très très nette. Quand Thucydide, l'historien grec, fait l'histoire de la guerre du Péloponnèse, il raconte que, en fait, c'est à ce moment-là, pendant la peste qui a marqué les débuts de cette guerre, c'est pendant la peste qu'on a découvert ce qu'était la nature humaine. Et c'est la première fois qu'en grec, on voit apparaître, à côté du mot « nature », qui d'habitude concernait le cosmos, qu'on voit apparaître ce qualificatif « nature humaine ». Et je crois qu'effectivement, dans la démesure, dans la peste, dans les pestes qui sont ou qui menacent notre temps, il y a justement cette possibilité de révéler ce qu'est la nature humaine et de bien comprendre que oui, nous sommes démesurés et que oui, aussi, il y a un double consentement là, oui, nous devons apprendre cette mesure. Et toujours pour citer les Grecs, il faut, selon une phrase qu'on entend très souvent, mais qui est souvent tronquée, c'est une phrase de Pindare que Nietzsche a reprise et qui dit « Deviens ce que tu es ». Tout le monde la connaît, celle-là, sous cette forme, sauf que chez Pindare, ce n'est pas fini. Chez Pindare, c'est « Deviens ce que tu es en apprenant ». Ce n'est pas un détail.
Et en apprenant, ça m'amène à mettre ces questions qui se posent sous la double égide de Prométhée, bien sûr, et puis aussi de quelqu'un qu'on n'a pas trop cité, pas assez cité jusqu'à présent, sous l'égide de Louis Germain, hein, le hussard de la République, l'enseignant, l'instituteur de Camus. J'essaierai de revenir brièvement là-dessus pour voir comment, en citant Eschyle, il y a un lien entre la souffrance et l'apprentissage. Alors les Grecs, ils sont merveilleux, ils vous disent juste deux mots, patein, patein c'est pathos, c'est la souffrance, patein, matein, matein c'est le savoir. Hein. Deux verbes juste à l'infinitif, souffrir pour apprendre, ou les deux, en fait, on ne sait pas le lien qu'il y a entre les deux, mais il est évident que pour les Grecs, c'est quelque chose qu'il faut continuer à développer en nous. Alors, la première de ces figures, c'est Prométhée. Prométhée, il donne le feu. Bon, ça c'est évident, c'est l'image, tout le monde lui donne ce rôle, mais il ne donne pas que le feu. Il donne aussi le savoir. Ça, dans Platon, c'est très bien mis en évidence, et Eschyle le dit aussi très clairement. Il y a une autre chose que nous donne Prométhée. Prométhée, d'après Platon, nous donne la possibilité de ce qu'on appellerait maintenant le vivre ensemble. Il nous donne tout simplement la politique, qui va aussi s'accomplir dans une poétique, c'est quand même le rôle d'Eschyle, mais il y a ce point extrêmement important que les hommes doivent apprendre à vivre ensemble, et c'est ça qui va les faire sortir de l'obscurité de cette caverne de l'ignorance dans laquelle ils sont condamnés à vivre. Ça, c'est Prométhée. Et on nous a rappelé toute l'importance de la figure de Prométhée dans l'œuvre d'Albert Camus. J'aimerais souligner également un autre Prométhée, pas simplement les projets de mise en scène, d'adaptation d'Eschyle, mais Prométhée aux enfers, qui est un texte extrêmement bref dans Été, et qui est intéressant puisqu'il montre comment Prométhée, s'il revenait parmi nous, à l'époque où écrivait Camus, Prométhée serait victime des mêmes forces qui ont été celles qui ont torturé Prométhée à l'époque d'Eschyle. Et il le dit très clairement, reprenant textuellement Eschyle, il dit il aurait à affronter la force et le pouvoir de Zeus. Jupiter, si vous voulez. Donc, il aurait à affronter ces forces de la même manière. On n'a pas évolué, et c'est en ce sens que Prométhée est et reste aux enfers. L'humanisme que nous avait apporté Prométhée, nous n'avons pas su en tirer les leçons. Et pourtant, Camus, c'est quelqu'un qui a été bien éduqué. C'est quelqu'un qui a été bien éduqué par sa famille, d'une certaine manière aussi, avec un père qui dit « un homme, ça s'empêche, un homme, ça a des limites », même s'il n'a jamais connu son père, c'est des choses qui doivent vous rester. Et puis, le fameux monsieur Louis Germain, qui, en tant qu'instituteur, à cette époque, a permis à Camus, au-delà même de toute révolte, de ne pas accepter, ne pas consentir au sort qui lui était fait d'être fils d'une femme de ménage, fils de pauvre. Il a vu qu'il était fils de pauvre et qu'il était aussi quelqu'un qui avait, comme on dirait maintenant, des potentialités, qui pouvait devenir ce qu'il était en apprenant. Et donc, qu'est-ce qu'il lui a appris, Monsieur Germain ? Monsieur Germain, il lui a appris qu'il fallait bien nommer les choses. Je pense que c'est ce qu'ont fait tous nos instituteurs, bien dire, bien choisir les mots, les adjectifs, bien nommer les choses. Et puis aussi, peut-être lui a-t-il appris à comprendre le monde, à entendre le monde et à entendre les autres. Ce que les autres pouvaient lui dire, parce que c'était certainement pas évident pour Camus de pouvoir entendre ce que disaient les jeunes bourgeois auxquels il était confronté au lycée, de trouver le vocabulaire et des moyens d'entente. Je
Je reviendrai un petit peu tout à l'heure, brièvement aussi, sur le lien avec l'absurde. J'y reviens tout de suite d'ailleurs. L'absurdus, si on le prend avec une étymologie qui est peut-être un peu bébête mais qui fonctionne bien, on peut dire que c'est sortir de la surdité. On n'entend pas ce que nous dit le monde et le monde ne nous entend pas et c'est ça qui est absurde. Bon, eh bien, un instituteur, qu'est-ce que ça fait? Ça vous permet d'entendre les autres, ceux qui ne parlent pas comme vous, ceux qui ne disent pas les mêmes choses. Ça peut être d'autres élèves d'autres milieux, mais ça peut être des grands auteurs de la littérature, et vous en parlerez après. Donc ce travail de M. Germain, je pense qu'il va dans la droite ligne de ce que Prométhée avait apporté en termes d'apprentissage. Et Prométhée, je pense qu'il nous met sur la voie de la mesure, même si, entre nous soit dit, Prométhée était tout sauf mesuré. En relisant le texte grec, on voit à quel point Prométhée est coupable d'hubris, d'excès, de démesure. Sauf que ceux qui l'accusent d'être un démesuré, c'est la force et le pouvoir. C'est Hermès, qui est un valet servile de Zeus, et en fait, Prométhée, il va nous faire découvrir ce qu'est la mesure. Alors, la mesure, on en a beaucoup parlé chez Camus. La mesure, il faut quand même dire tout de suite que c'est tout sauf une sorte de centrisme tiédasse, une sorte de juste milieu, vous savez, ce juste milieu que détestait Stendhal. Et comme Camus aime beaucoup Stendhal, il va de soi que ce côté un peu Louis-Philippard, le juste milieu tranquille, c'est en fait l'exact inverse de ce sens de la mesure qu'on trouve dans la pensée de Midi. Et cette pensée de Midi, chez Camus, c'est la pensée de la révolte, des révoltés du Sud, hein, parce que le Midi, c'est ça, c'est les gens du Sud, de Mare Nostrum, de la Méditerranée. Ce sont les Grecs, bien sûr, mais ce sont aussi les Espagnols, dont il parle beaucoup dans L'Homme révolté, les Italiens, et puis aussi quand même quelques Français. Pensée de Midi qui s'oppose à la pensée du Nord. Alors tout à l'heure, quelqu'un a dit, j'espère qu'il n'y a pas d'Allemands dans la salle. Bon, c'est vrai qu'en relisant L'Homme révolté, il ne fait pas bon avoir des origines germaniques. Mais bon, c'est vrai que ce que Camus reprochait à la pensée qui n'était pas la pensée de Midi, c'était qu'elle était dans un excès de rationalisme et que la pensée de Midi n'était pas une pensée irrationnelle, mais était une pensée d'une nouvelle rationalité, d'une rationalité qui prenait en compte beaucoup plus de choses et qui prenait en compte aussi notre démesure. Et il le dit très bien, et ça a été dit plusieurs fois lors de ces rencontres, la mesure, c'est la révolte. Révolte et mesure, dans L'Homme révolté, c'est la même chose. Et cette mesure et cette révolte, elles aboutissent à un homme nouveau. Or, un homme nouveau, c'est un homme, pour Camus, qui sort des fureurs de l'adolescence. C'est tout à fait la fin, l'extrême fin de L'Homme révolté, cette phrase que nous avons tous beaucoup citée sur l'arc qui se tend et qui montre que on arrive devant un homme nouveau, donc quelqu'un qui sort du côté démesuré et violent de l'adolescence, mais qui ne l'oublie jamais tout à fait. Enfin, en tout cas, faut l'espérer. Et cet homme nouveau vit une époque intéressante. Ça, c'est le début du discours de Suède. Nous vivons une époque intéressante, en tout cas, qui ne permet pas qu'on se désintéresse d'elle. Et je vous invite vraiment à relire ce début du discours. Et ce discours qui montre à quel point on est impliqué et à quel point, en tant qu'artiste
et vous le direz, on a un rôle à exercer, ce début du discours de Suède, on comprend pourquoi il est associé à la figure de Louis Germain, à qui Camus, homme fait, dédie son discours et son prix Nobel. Et je crois que ce n'est pas simplement une gentille petite dédicace du genre « à nos bons maîtres », ce n'est pas ça, c'est quelque chose, c'est une prise de conscience de Camus avec cette idée qu'il est dans une société, il est indispensable de regarder ce qui forme, et comme on a beaucoup parlé de journalisme, de compter aussi sur ceux qui informent. Et que là, il y a une pédagogie, ça a l'air un peu bête de dire ça comme ça, alors on va le dire de façon cuistre, on va dire paideia en grec, l'éducation, une éducation qui va nous permettre d'apprendre à sortir probablement de cette démesure, de cette violence, en tout cas de la dépasser. Et là, je voudrais m'appuyer sur ce qu'a dit hier Elias Sambar et qui m'a beaucoup marqué parce que je n'y avais jamais pensé. Elias Sambar a dit que la paix, apprendre à faire la paix, c'est quelque chose de douloureux. Moi, bêtement, je me disais, il y a la guerre, c'est dur, la paix, c'est bien. Ben non, vous m'avez appris, monsieur, qu'apprendre à faire la paix, qui est une expérience que moi, je n'ai jamais eue, à faire. Apprendre à faire la paix, c'est quelque chose qui se fait aussi dans la souffrance et qui, je pense, exige un apprentissage. Et que cet apprentissage, ce n'est pas un tiède consensus, oui, on est vaguement d'accord. On a vu dans le débat précédent à quel point ce n'était pas facile d'être vaguement d'accord entre deux pays, on ne peut pas se contenter de ça. Et pour essayer de ne plus être sourd à ce que dit l'autre, à essayer de s'entraîner à cette écoute, là j'ai envie de citer un Allemand, histoire de faire un petit peu d'équilibre et de faire bonne mesure, de vous citer Habermas et l'éthique de ce qu'Habermas appelle l'éthique de la discussion. Cette éthique de la discussion, là non plus, ce n'est pas un gentil « entendez-vous les uns les autres », c'est pas ça. C'est véritablement se souvenir que, compte tenu de notre démesure, de notre violence, de nos excès naturels, l'autre, on n'a pas envie de l'entendre, mais qu'il faut faire un effort, puisque, en fait, c'est comme ça qu'on va sortir de la démesure, et à un moment, Camus dit que la démesure, c'est le lieu de la solitude au cœur de l'homme, et c'est ce lieu où nous côtoyons, en fait, véritablement en solitaire, nous y côtoyons nos terreurs et nous y côtoyons aussi nos horreurs intimes, les guerres que Camus avait pu vivre en lui-même, et nous aussi éventuellement, et que ce solitaire devait devenir, selon la formule célèbre de Camus, il devait devenir solidaire. Et je terminerai là-dessus, solidaire avec la formule « je me révolte », ce qui est la plus belle forme de mesure, « je me révolte, donc nous sommes », là on a un vrai cogito, et c'est l'idée de faire ensemble notre métier d'homme, alors excusez-moi, je dis homme, notre métier d'humain, ça va de soi, notre métier d'homme, c'est-à-dire pour les uns et les autres, tout ce qu'on fait. D'être enseignant, c'est un métier d'homme, c'est le plus beau métier possible, enfin selon moi. Mais ça peut être aussi d'être médecin, comme le docteur de la peste, et ça peut être aussi d'être artiste, comme Camus, et comme M. Montero va vous en parler maintenant. Je ne sais pas si j'ai dépassé la mesure du temps. Non, ça va. J'ai fait un chrono pour qu'après on puisse parler ensemble. Donc je vais vous écouter avec vous. Très bien. Merci. Merci. Gracias de verdad por la invitación a participar en estas jornadas y por la posibilidad de poder colaborar desde el Instituto Cervantes con la Fundación. La verdad es que fue muy fértil
la relación en París. Esta jornada me parece muy interesante y a ver si un foro de este tipo que está convocando tantas reflexiones necesarias en el eje de la cultura y de la democracia, lo podemos llevar también a Madrid, porque creo que es fundamental llamar la atención sobre muchas de las cosas que aquí se están planteando. Yo me voy a acoger a la última intervención de Edwin Plenel y voy a pasar de director del Instituto Cervantes a poeta para hacer una reflexión desde la poesía. Porque quiero hablar de la corrupción del lenguaje y de la necesidad de reinventar o de devolverle el prestigio a algunas palabras muy deterioradas con cálculo por la cultura neoliberal. Creo que vivimos una situación desquiciada y a mí me parece que la tarea más importante y más urgente que tiene la cultura y el periodismo dentro de la cultura en este momento es evitar que la justa indignación de las clases populares se vuelva contra las instituciones democráticas. La indignación es justa, pero es peligrosísimo que se vuelva no contra los causantes originales, sino contra las instituciones democráticas. Como en las intervenciones, por una parte se está utilizando la referencia de Camus y por otra parte son muy transversales y cada cual habla de lo suyo, yo me voy a apoyar en Camus, pero voy a hablar de poética, voy a hablar de lo mío, recordando, por ejemplo, aquella reflexión de Camus, las cosas mal contadas agravan las desgracias del mundo. Bueno, pues tenemos la tarea de empezar a contar las cosas de otra manera al margen de la cultura neoliberal que, como digo, ha planteado una corrupción sistemática del vocabulario y del lenguaje democrático. ¿En qué sentido? Pues, en primer lugar, desacreditando y utilizando el descrédito de algunas palabras como verdad, como bondad, como política, como progreso. Claro que tenemos razones y argumentos y buena parte del pensamiento contemporáneo ha surgido de la sospecha de palabras como verdad, como bondad, como progreso, pero limitarnos a la simple sospecha y no intentar formular una nueva alternativa de emancipación que busque la verdad, la bondad y la política desde un punto de vista legítimo, más que favorecer el pensamiento rebelde, lo que está es aliándose con la cultura neoliberal que no solo desprestigia palabras como verdad, bondad o política, sino que ha redefinido otro tipo de palabras claves en la cultura, como la palabra libertad y la palabra tiempo. La palabra libertad, no entendida como un marco de contrato social donde sea posible pensar una convivencia en situaciones de igualdad, sino la libertad como la ley del dinero y del más fuerte para que cada cual haga lo que pueda hacer, que es el eje del neoliberalismo. Y la palabra tiempo, no como el relato humano del que hablaba esta mañana Olga Rodríguez, la experiencia y la herencia del saber humano histórico, el relato que pasa de los mayores a los jóvenes, sino como una mercancía, una mercantilización de usar y tirar que juega con la sacralización del presente, que es la sacralización del consumo y que olvida tanto la memoria del pasado como el compromiso con el futuro. Vivimos en una sociedad que cada vez genera más viejos cascarrabias que creen que los jóvenes son tontos y jóvenes adánicos que creen que no tienen nada que aprender de sus mayores. Eso está sacralizando el tiempo del consumo, que es el tiempo del instante neoliberal, arrebatándonos la memoria, que es lo que nos puede comprometer en el relato con los desenlaces del futuro. Y a partir de estos planteamientos acelerados que tienen que ver con lo que hoy está en juego, con conceptos como el de libertad o como el de democracia,
quiero plantear algunas cuestiones muy brevemente, como digo, recordando citas que a lo largo de mi vida pues me han ido acompañando de Albert Camus y que son muy conocidas, pero son muy conocidas porque son importantes. Primera cosa que siempre recuerdo de Camus, reivindicar la dignidad del ocio, del tiempo de ocio, es tan importante como reivindicar la dignidad del tiempo laboral. Segunda cosa que recuerdo siempre, el compromiso del periodista no está en creerse en posesión de la verdad, está en la voluntad de no mentir, que son dos cosas completamente distintas. No es lo mismo creerse en posesión de la verdad que comprometerse a no mentir. La tercera cuestión ya se ha recordado aquí esta mañana en el famoso artículo de Combat de agosto de 1944, pues esa idea, nuestro deseo tanto más profundo cuanto que a menudo era mudo, consistía en liberar a los periódicos del dinero y darles un tono y una veracidad que pusieran al público a la altura de lo mejor que hay en él. Pensábamos entonces que un país vale a menudo lo que vale su prensa. Desde luego, la independencia del dinero es fundamental. Desde luego, es fundamental reivindicar que para un país que quiere ser democrático el periodismo es fundamental, pero me gustaría señalar, subrayar algo que se suele olvidar, ese compromiso con la independencia y con la información libre intentaba sacar del público lo mejor que hay en él mismo. Y eso es conveniente recordarlo hoy porque todo se está calculando, la telebasura, la mentira, la manipulación, para sacar de los seres humanos lo peor que hay en ellos mismos. Se están cultivando los bajos instintos para crear odio en vez de capacidad de convivencia. Bueno, en este sentido, ¿por qué acudo a la poética? Porque la poesía es un intento de volver a dialogar con la verdad. Es el territorio que te compromete no a estar en posesión de la verdad, porque uno ha aprendido a dudar de las construcciones ideológicas de la subjetividad, no a estar en posición de la verdad, no a expresar una verdad incontaminada por la historia, pero sí a comprometerte a responder a tu propia conciencia, que no admite ninguna consigna por encima de ningún calado ni patriótico, ni religioso, ni sectario político, ni racista, ni de ningún tipo. Se trata de reivindicar una conciencia vigilante, responsable de su propia soledad. Y por eso se me ocurre leer un poema que se titula El dogmatismo es la prisa de las ideas. El relato literario está en contra de la mercantilización del tiempo, del usar y tirar, porque la lentitud del relato histórico te permite hacerte dueño de tu propia conciencia, entre otras cosas porque te permite dudar de tus propias verdades. Leo un poema que con este título, El dogmatismo es la prisa de las ideas, cuenta un paseo por la orilla del mar. Aquí, junto a las dunas y los pinos, mientras la tarde cae en esta hora larga de belleza en el cielo y hago mío sin prisa el rojo libre de la luz, pienso que soy el dueño del minuto que falta para que el sol repose bajo el mar. Esa es mi razón, mi patrimonio, después de tanta orilla y de tanto horizonte. Ser el dueño del último minuto, del minuto que falta para decir que sí, para decir que no, para llegar después al otro lado de todo lo que afirmo y lo que niego. Esa es mi razón, contra las frases hechas y el mañana, mientras la tarde cae por amor a la vida y nada es por supuesto ni absoluto, y el agua que deshace los periódicos arrastra las palabras como peces de plata, como espuma de ola que sube y se matiza
dentro del corazón. Aquí, junto a las dunas y los pinos, capitán de los barcos que cruzan mi mirada, prometo no olvidar las cosas que me importan. Tiempo para ser dueño del minuto que falta. Pido el tiempo que roban las consignas porque la prisa va con pies de plomo y no deja pensar, oír el canto de los mirlos, sentir la piel, ese único dogma del abrazo, mi única razón, mi patrimonio. Se trata de reivindicar el tiempo y la responsabilidad de la propia conciencia. En un tiempo hostil, en un tiempo de intemperie. Yo recibí hace unos meses el encargo de preparar una versión del Prometeo encadenado de Esquilo para el Festival de Teatro Clásico de Mérida y conforme la iba haciendo sentí la necesidad de hacer de Prometeo un anciano, no el joven que acaba de ser encadenado por rebelarse contra Zeus y dar el fuego a los dioses, sino un anciano que dudara si había hecho mal o bien en darle el fuego a los dioses. Y claro, la conclusión la tenía clara. Hizo bien en darle el fuego a los dioses, darle el fuego a los seres humanos, ser rebelde frente a los dioses. Pero eso quería hacerlo después de muchas dudas, reflexionando la situación en la actualidad. Porque la verdad es que vivimos en una época difícil. Un poeta como Antonio Machado, un poeta como Juan Ramón Jiménez, como Federico García Lorca, cuando dudaban del mundo del dinero, de los caciques, de las injusticias humanas, siempre tenían el refugio de decir, pero el pueblo considera la verdadera sabiduría. Se conserva en el pueblo la consideración de la verdadera sabiduría. ¿Tenemos nosotros derecho hoy a este consuelo? ¿Tenemos derecho a este consuelo? No se trata de poner en duda la legitimidad democrática, se trata de ser consciente que la condición de ciudadanía está siendo sustituida en la tercera revolución del capitalismo avanzado digital por una especie de consumismo hedonista que está consiguiendo desde la propia intimidad controlar las conciencias de lo que ahora es fácil llamar pueblo, cuando en realidad son verdaderas audiencias de los espectáculos, de la comunicación barata y de la telebasura. Y en este sentido se está sacando lo peor de la gente a través de falsas noticias que halagan el deseo de consumo y el derecho a creer que el mundo responde al propio capricho. Por ejemplo, mañana tenemos elecciones. En buenas partes de los pueblos de Andalucía o de Castilla, pues se ha detectado que hay mucha gente que va a votar a la extrema derecha porque la extrema derecha defiende la caza o defiende los toros, cuando se ha divulgado que la izquierda quiere regular el maltrato de los animales. Bueno, se puede reducir la consideración de un mundo completo de un individuo por lo que tenga que ver con su escopeta o su afición a los toros. Y a partir de ahí, halagado en su propio narcisismo, es capaz de votar una opción que tenga que ver con el racismo, con el machismo, con el maltrato a los seres humanos en defensa de que él quiere tener su escopeta de caza y libertad para matar un conejo. En esta situación estamos. Esta es la realidad y esto es lo que está formando la definición de las identidades en el mundo de hoy. En la globalización se creó un ámbito de abstracción donde era lo mismo vivir en Madrid, en París o en Berlín que
borró el ámbito de pertenencia, el sentimiento de pertenencia. Esto, que puede parecer muy internacional, es también muy peligroso, porque invitó a la soledad de la gente en la falta de sentido de vinculación. ¿Qué más me da que se muera de hambre la vecina del quinto si no pertenece a mi propia comunidad y a mi propia ilusión colectiva? Frente a eso, no se ha sabido construir una identidad democrática. Y entonces la alternativa ha sido volver a las identidades fuertes, que son las identidades que están poniendo en duda la institución democrática. Porque si somos serios, frente al miedo a la extrema derecha, tendremos que reconocer que buena parte de las mayorías de nuestra sociedad han estado desamparadas y que igual los que defendemos los derechos humanos con facilidad y con comodidad somos las clases medias privilegiadas que no tienen que vivir bajo el umbral de la pobreza y que no tienen que ver la llegada de emigrantes del Mediterráneo y de seres que llegan y desembocan, por ejemplo, en las costas de Andalucía, cuando se está cobrando un salario mínimo que a veces no supera los 300 euros. La avaricia de un capitalismo que incluso cree que el crecimiento se puede conseguir, pero acumulando la riqueza en unas élites y desregularizando la convivencia para que no haya reparto de la riqueza, está generando mayorías empobrecidas que son fácilmente manipulables para volverse con la democracia, cerrándolas en identidades fuertes, machistas, racistas, que además soportan la dinámica de una comunicación falseada para halagar el narcisismo de la propia ambición. En este ámbito, pues se ha sustituido la información veraz por una comunicación falseada en las redes. Informar no es comunicar, opinar no es conocer, y esto está desprestigiando pues esas palabras a las que yo quería reivindicar como verdad, como bondad, como política o como periodismo, porque el periodismo está siendo sustituido por una comunicación falseadora. Y a partir de ahí, pues las identidades son invitadas al individualismo, a la degradación de las ilusiones colectivas y a los valores que degradan las palabras de la democracia: la libertad, la igualdad y la fraternidad. La degradación de la democracia está en la raíz de un cambio de vocabulario que redefine palabras como libertad o como tiempo, o que desacredita palabras como verdad, como compasión o como bondad. Y en este sentido, pues quiero volver a acordarme, para acabar, de Albert Camus y de su famosísimo discurso de Suecia de 1957. Ya saben ustedes, todas las generaciones quieren cambiar el mundo, la mía tiene el compromiso de evitar que se deshaga. Tenemos hoy el compromiso de evitar que se deshaga la democracia. A veces no hay mejor aliado de la derecha que un tonto de izquierdas, y hay mucho tonto de izquierdas que está jugando con fuego cuando el mundo está en manos de Bolsonaro, de Donald Trump, del fascismo italiano, de Le Pen en Francia y de lo que pueda venir mañana en España. Frente a eso, ¿qué se me ocurre? Pues acuérdense ustedes también del discurso de Camus en 1957, cuando ya al final, en la rueda de prensa, él estaba muy cansado y levantó la mano un argelino que le reprochó que no defendiese
de manera más activa la independencia de Argelia. Y Camille, en todo su primer periodo de periodista en Argel, fue una especie de Voltaire que combatió el caciquismo de la justicia francesa en Argelia. Pero, bueno, él dijo que es que estaba habiendo atentados. Y el que lo interpelaba dijo, bueno, pero en la lucha las injusticias justifican la violencia. Entonces fue cuando Camille hizo esa famosa frase, mire usted, están poniendo bombas en los tranvías de Argel, en uno de ellos puede viajar mi madre, si para usted eso es la justicia, entre mi madre y la justicia me quedo con mi madre. A mí esa frase me interesa porque buena parte de toda la sustitución de la realidad de carne y hueso de la historia por esta mentira virtual que está controlando las conciencias y que está convirtiendo a los ciudadanos en consumidores narcisistas de odio, pasa por una separación calculada entre la historia y la vida. Y el compromiso de recuperar las palabras es el compromiso de volver a unir la historia y la vida. Ya lo dijo Camille, no estamos de parte de los que hacen la historia, sino de los que la sufren, en la vida cotidiana, en la gente que se tiene que levantar todos los días. Y en ese sentido hay que apostar por un intento de articular historia y vida. Yo, que me eduqué en el franquismo, me eduqué delante de un cuartel de la Guardia Civil que decía todo por la patria. Todo por la patria. Se puede ejecutar, matar, asesinar si lo manda la patria. Una cosa es la historia, otra cosa es la vida cotidiana. Bueno, pues entre la justicia y mi madre, si en mi madre resumo los valores de la vida cotidiana, de la compasión, del amor, de la bondad, me quedo con mi madre. Y por eso, para acabar, permítanme que lea un poema que le escribí a mi madre. Mi madre era una joven estudiante de Filosofía y Letras, estaba estudiando literatura francesa, el sueño de su vida fue viajar a París, pero se casó con mi padre, un militar, tuvo 6 hijos, uno detrás de otro, se dedicó a cuidarnos y nunca pudo ir a visitar París. Y yo le escribí este poema. Tengo que decir que la persona con la que más he discutido en mi vida es con mi madre. Mi madre era una mujer educada en el franquismo, nació con la guerra civil, educada en los valores de lo que era una mujer tradicional, el machismo, la servidumbre a mi padre, el renunciar a mis sueños. Claro, mis ideas eran muy distintas. La persona que más me ha regañado por meterme en política ha sido mi madre. No te metas en política, incluso me dice, ten cuidado con las mujeres que te van a tocar la ruina. Pero yo escribí este poema para decirle a mi madre que a pesar de todas nuestras discusiones, uno sabe lo que es el amor y uno sabe lo que es vivir en un tiempo donde alguien tiene que sacrificar su propia vida para ponerse en los hombros el futuro de sus hijos y de su país. Y esto es lo que yo quise escribirle a mi madre, que es mi manera de decir que entre la justicia de los señores de la historia y la vida cotidiana me quedo con mi madre. Madre, dentro de nada, cuando me den permiso las fieras de mi tiempo, cumpliré una palabra que nunca me pediste. Te llevaré a París, porque tal vez entonces, en los Campos Elíseos o en las aguas del Sena, con Notre Dame al fondo, con la Torre Eiffel, veré de nuevo el brillo más joven de tus ojos, la luz adolescente que baja del tranvía con bolsas y comercio y saludos y poco más de 20 años. Hoy te recuerdo así, como los días sin colegio, bandera hermosa de un país difícil, lluvia delgada de los sábados. Nunca guardaste mucho para ti, ni siquiera una noche, una ciudad o un viaje. Tu tiempo se sentaba en nuestra mesa y había que partirlo como el pan entre tus hijos y tu miedo. 6 veces el temor
a que la enfermedad, el vicio o la desgracia se quisieran sentar en nuestra mesa. No vayas a salir. ¿A dónde vas ahora? Hay que tener cuidado con las mujeres y las carreteras. Deja ya la política. Y sin embargo, lo que no te atrevías a pedir duerme en el corazón de cada uno, porque el amor se hereda como un abrigo sin botones. Y a mí me gustaría acompañarte por los pasillos del museo, más obediente y repeinado, para encontrar en la Gioconda el sueño y la sonrisa de un carné de familia numerosa. Te llevaré a París o a la ciudad que duerme en las tazas de té de tus meriendas, con tu cristalería de familia burguesa y más aspiraciones que dinero, con tus dientes manchados de carmín, con tus estudios de filosofía y letras. Je m'appelle Elisa, j'ai cherché la lune, la mer, la vie, la pluie, mon cœur. Y todo se interrumpe. Solo somos injustos de verdad cuando sabemos que el amor no pasará factura. Pero el río sin agua también puede llegar a desbordarse, y a tu lado me busca esta vieja nostalgia de ser bueno, de no ser yo, de conocer al hijo que mereces. Te llevaré a París. En mi recuerdo has aprendido algo de lo que te olvidaste en la vida. Pedir por ti, andar por tus ciudades. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Moi, je voulais vous remercier et vous nous avez donné une très belle illustration de ce qu'était la juste mesure de la pensée de Midi. Vous nous avez montré à quel point il pouvait y avoir de l'enthousiasme et pour commenter ça, parce que moi, je n'ai pas écrit de poème, mais je vais vous lire du Camus parce que je trouvais que j'en avais pas lu assez tout à l'heure. Alors, c'est donc à la fin de L'Homme révolté, vous allez voir à quel point ça vous ressemble, ça. Cela suppose une interminable tension et la sérénité crispée dont parle le même poète. Le poète, évidemment, c'est René Char, mais la vraie vie est présente au cœur de ces déchirements. Elle est ce déchirement lui-même, l'esprit qui plane sur des volcans de lumière, la folie de l'équité, l'intransigeance exténuante de la mesure. Ce qui retentit pour nous aux confins de cette longue aventure révoltée, ce ne sont pas des formules d'optimisme dont nous n'avons que faire dans l'extrémité de notre malheur, mais des paroles de courage et d'intelligence qui, près de la mer, sont même vertus. Et je n'ai pas fini, j'en profite, j'ai la parole, je vais relire, parce que je l'aime beaucoup et que c'est très beau, la fin de l'exil d'Hélène que vous trouverez dans l'été et qui vous définit véritablement ce qu'est cette mesure et ce qu'elle a d'exaltant. Camus, dans L'Homme révolté, dit à un moment que la démesure est devenue un confort. Et c'est vrai que ça fait bien d'être démesuré, c'est facile d'être dans l'excès, mais ce n'est qu'un excès superficiel, et ce n'est pas du tout ce que Prométhée pouvait être. Et pour vous parler de cette mesure et de cette sagesse, de cette mesure. Je lis donc, c'est l'extrême fin de l'exil d'Hélène. L'ignorance reconnue, le refus du fanatisme, les bornes du monde et de l'homme, le visage aimé, la beauté, enfin, voici le camp où nous rejoindrons les Grecs. D'une certaine manière, le sens de l'histoire de demain n'est pas celui qu'on croit. Il est dans la lutte entre la création et l'Inquisition. Malgré le prix que coûteront aux artistes leurs mains vides, on peut espérer leur victoire. Une fois de plus, la philosophie des ténèbres se dissipera au-dessus de la mer éclatante. Ô pensée de Midi, la guerre de Troie se livre loin des champs de bataille. Cette fois encore,
les murs terribles de la cité moderne tomberont pour livrer, âme sereine comme le calme des mers, la beauté d'Hélène. Et j'en ai encore un, puis ce sera le dernier. C'est la fin de L'homme révolté. Pour vous montrer à quel point ce sens de la mesure suppose la naissance d'un homme nouveau. À cette heure où chacun d'entre nous, cette heure c'est aussi la nôtre, à cette heure où chacun d'entre nous doit tendre l'arc pour refaire ses preuves, conquérir dans et contre l'histoire ce qu'il possède déjà, la maigre moisson de ses champs, le bref amour de cette terre, à l'heure où naît enfin un homme, il faut laisser l'époque à ses fureurs adolescentes. Et je vais vous la relire parce que tout le monde l'a citée, mais encore une fois, l'excès là, c'est pas grave, on n'est plus dans la mesure, c'est pas grave. L'arc se tend, non, en plus je me loupe. L'arc se tord, le bois crie, au sommet de la plus haute tension va jaillir l'élan d'une droite flèche, du trait le plus dur et le plus libre. Et cette ardeur qu'on trouve dans ce texte de 51, si on lit la correspondance entre Maria Casares et Camus, on voit aussi comment est-ce que ça s'est lentement construit. Et tout ce qu'il dit dans L'homme révolté, on sent qu'il y a eu plus qu'un dialogue d'ailleurs avec Maria Casares, et ce côté démesuré de leur amour, on voit à quoi ça peut aboutir, quelque chose qui est effectivement l'union du poétique et du politique, et je pense que c'est dans cette mesure que Camus il s'adresse vraiment très directement à nous, mais vraiment à nous, hein, en 2019, avec tout ce qui se passe. Vous avez cité les pays, toutes les dérives, et c'est vrai qu'on a besoin de cette mise en garde, et c'est vrai qu'il faut que Camus soit étudié. Alors bien sûr, il est très étudié en tant que romancier. En philosophie, vous savez, il n'est pas au programme de terminale, Camus. Camus, il faut se battre pour l'enseigner en philosophie. Marilyn Maezo, qui vous a fait une très belle conférence, pour faire une thèse de doctorat sur Camus en philosophie, c'est pas facile. Alors de temps en temps, on peut le faire. Moi, j'ai eu la chance immense d'enseigner auprès de médecins à l'espace éthique, et on m'avait donné carte blanche. Alors au départ, moi, je parlais de Platon, d'Aristote, parce que ça fait bien en éthique médicale. Puis un jour, quand on m'a donné carte blanche, je me suis dit, on va parler de Camus. Et ça a été une expérience extraordinaire de voir la manière dont les médecins écoutaient la leçon de Camus. Alors bien sûr, il y a la leçon de la peste. Hein. La peste, c'est quand même une maladie. Hein. N'en déplaise à toutes les interprétations qu'on peut faire autour de la peste, c'est d'abord une maladie. Et quand on est dans la maladie, on sait ce que ça veut dire. On peut même la lire au premier degré, la peste. Mais quand on la lit à divers degrés, on peut voir aussi toute la réflexion évidemment politique sur les pestes brunes, mais on peut voir aussi cette réflexion sur la mesure et le type de sagesse et d'intelligence que doivent avoir les médecins. Et ils sont perpétuellement, dans la peste, confrontés à ce qui est normal ou ce qui est pathologique, ce qui est dans la mesure ou ce qui n'est pas dans la mesure, ce que les médecins de maintenant appellent la balance bénéfice-risque, en prenant quelque chose qui est un poison si on en met trop, mais qui est complètement inutile si on n'en met pas assez. Et ça, ce type de réflexion sur la mesure, ça passionne les médecins. Vous lisez les textes, et moi je me souviens d'une expérience très belle, je lisais la fin de l'exil d'Hélène, hein, c'est une habitude chez moi, et il y a une étudiante, elle faisait son master à l'espace éthique, et elle appartenait au monde des soignants, et elle lève le doigt et elle me dit « Madame, vous pouvez le relire encore une fois, juste le relire. » Pourquoi ? Parce que ça parle. Donc, je pense qu'il ne faut pas laisser passer cette chance dans notre siècle de démesure, dans une société qui peut devenir complètement démesurée, de faire en sorte que ce que fait Samantha Novello en Italie, on puisse le faire, on puisse faire de Camus véritablement un auteur de philosophie, même s'il n'aime pas qu'on le traite de philosophe, mais enfin, quand même, L'homme révolté, c'est un vrai texte de réflexion.
c'est pas une honte, hein, c'est pas un saut métier d'être un penseur. C'est pas un penseur de terminale, ou alors c'est un penseur de terminale dans la classe duquel il y aurait, je sais pas, des élèves de 17 ans qui seraient tous des Rimbaud. Bon, c'est vraiment quelqu'un qui peut parler aux jeunes, qui nous a parlé à nous tous quand, il y a longtemps, nous étions jeunes, dans notre côté adolescent, et puis après Camus, on le redécouvre après. Nous, avec mon mari, on l'a redécouvert grâce à notre fille. Et je me suis dit, oh, bah, tiens, je vais relire Camus. Bon, elle travaillait au lycée sur Camus, je relis Camus. Je me dis, mais c'est pas possible, il a tout compris de notre temps, et je me sentais vraiment une dette vis-à-vis de Camus. Et je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut faire une Europe, hein, ceux qui porteront la voix de l'Europe prochainement? Il faut bien comprendre que dans cette voie de l'Europe, il faut défendre les Louis Germain, il faut défendre tout ce que la France avait de services publics, hein, aussi, d'avoir une éducation nationale qui puisse s'adresser à tous, qui puisse parler de Camus au plus grand nombre d'élèves, de lycéens et d'étudiants possibles. Et ça, je pense que c'est l'Europe d'Erasmus, hein, qui, elle, a été une réussite, même si plein de trucs à améliorer pour Erasmus, mais je pense que ça, c'est une idée qui aurait convaincu Camus. Il faut continuer. Et là, c'est là où poétique, politique, tout ça rejoint des raisons très terre-à-terre, très économiques. Il faut effectivement qu'il y ait un discours politique qui porte aussi cette vision de l'Europe pour en sortir. Sí. A mí lo que me parece interesante es reivindicar esa capacidad de meditación y de reflexión que no se separa de la ética sentimental ni se separa de la vida, y la ética sentimental que no se separa de la razón. Claro, en las anécdotas concretas de la vida cotidiana, pues no hay repeticiones. Si hay un incidente y alguien se tira por un puente y no lo has ayudado, después ya no lo puedes ayudar. Pero la historia entendida como relato permite repensar las cosas. Y a mí, en la propuesta de una razón sentimental, de una serenidad fervorosa, me parece que pone el dedo en la llaga de uno de los problemas más graves que hizo fallar nuestra promesa de felicidad futura en la Ilustración. Yo, cuando en clase a mis alumnos le he tenido que explicar el mapa que se dibujó realmente en la Ilustración, pues casi siempre acudía a un famoso texto de Starobinsky, del libro 1789, en el que explicaba el famoso cuadro de David, El juramento de los Horacios. Los hijos, los hombres, en torno a la espada del padre unen las manos para firmar el contrato de la ración patriótica, del deber que les lleva a la guerra. Las mujeres están en un lado llorando, son el refugio del sentimiento, temen que con la guerra va a venir la muerte, que va a haber víctimas. Una de ellas, además, está enamorada de uno del enemigo, y se hace un diseño en el que por una parte está la razón encarnada en lo masculino, por otra parte está el sentimiento encarnado en lo femenino, y a partir de ahí se articula todo un desarrollo teórico que ha podido llegar a la razón sin sentimiento, por ejemplo, en la bomba atómica, o en los campos de concentración y exterminio, o al sentimiento sin razón, pues los movimientos populistas capaces de defender el fascismo y de degradar las instituciones democráticas. De lo que se trata, creo yo, y de ahí el pensamiento mestizo, de la desmesura controlada, del pensamiento con entusiasmo, me parece un buen camino a meditar. De lo que se trata es de comprender que lo grave es fracturar una razón sin sentimientos y unos sentimientos sin razones, y que la condición de lo masculino y de lo femenino
planteada por la ideología burguesa machista, más que decir, bueno, pues ahora tenemos que sustituir a lo masculino o a lo femenino, al sentimiento frente a la razón frente al sentimiento, lo que hay es que reivindicar es que todos, si queremos pensar y convivir, somos seres de razón y seres de sentimiento y que tenemos que negarnos a que haya razones sin sentimientos y sentimientos sin razones. Yo creo que esa es una de las grandes lecciones que he aprendido leyendo a Albert Camus. Alors, par rapport à ça, je voudrais revenir sur ce que Agnès Piquel a dit ce matin. Quand on a tendance à découper l'œuvre camusienne en 3 morceaux, d'abord Sisyphe, l'absurde, ensuite Prométhée, ensuite Némésis, bien sûr qu'il y a une continuité absolument évidente. Et là, on nous demandait de parler du cycle de Prométhée, de la révolte. Mais bien évidemment, par rapport à ce que vous venez de dire, ensuite il y a Némésis. Et Némésis, c'est vraiment une des divinités les plus complexes de la Grèce, parce que Némésis, au départ, c'était une Érénie. C'était une déesse vengeresse qui s'attaquait à tous les démesurés. Elle était violente. Et cette Érénie va devenir une bienveillante, un petit peu comme chez Échille, où on a ce renversement. Et cette déesse de la vengeance va devenir la déesse de la mesure, ce qu'elle était d'ailleurs, puisqu'elle faisait respecter la mesure, mais va devenir aussi la déesse de l'amour. Et moi, je me dis que les prochaines rencontres parleront peut-être de Némésis, donc il ne fallait pas déflorer le sujet, mais c'est vrai qu'il y a cette dimension très complexe de amour et mesure. On ne voit pas tout de suite ce que ça veut dire, et c'est cette partie de l'œuvre de Camus qui concerne les deux, et c'est très net déjà dès L'Homme révolté ou L'exil d'Hélène, ou dans la correspondance avec Maria Casares, de voir en quoi il y a cette fascination pour la mesure qui est liée à l'amour, un amour qui, là non plus, ne serait pas un amour tranquille, mais qui serait la capacité de s'écouter les uns les autres, de sortir de l'absurdité dans laquelle on est quand on est totalement dans la solitude, et de trouver cette solidarité qui est amour, qui est l'amitié aussi, et qui est l'amour également. Mais je pense que c'est cet accord entre les deux, et là on est vraiment dans ce sens grec de la mesure qui est l'opposition des contraires. Les Grecs concevaient la mesure comme véritablement un équilibre en physique, si j'ai bien compris, c'est l'opposition de deux contraires, et les deux contraires existent. Et cette impression d'équilibre, c'est comme le calme qu'on trouve dans l'œil du cyclone. Ça a l'air calme, ça a l'air équilibré, mais c'est le produit de tout ça. Et ce que vous venez de dire sur la rencontre du masculin et du féminin, d'une intelligence du cœur et d'une intelligence de la tête, c'est ça. Il y a un équilibre dans notre humanité, avec le fait d'assumer d'être un homme, le fait d'assumer d'être une femme, et de voir qu'on peut s'entendre aussi, même parfois très bien. Mais c'est vrai qu'il y a ce progrès à faire, je crois. Déjame que añada una cosa para terminar mi intervención. Ya no hablo más, pero hay una cosa que quiero decir. Prometeo resiste, permite que el águila le coma el hígado una y otra vez, sufre porque, aparte de la rebeldía, tenía el don de la profecía y sabía que alguna vez nacería alguien capaz de matar a Zeus y de acabar con la opresión. Bueno, pues yo creo que la mesura, la resistencia, los equilibrios en rebeldía hay que mantenerlos frente a todo pesimismo radical, porque yo creo que un día seremos capaces de matar a Zeus. Absolument, parce que Prométhée, on a seulement conservé le Prométhée enchaîné, mais il y a un Prométhée délivré,
Et le foie de Prométhée, il se régénère. Hein. L'aigle revient et le foie se régénère, c'est une très bonne nouvelle. Et donc Prométhée, il va s'affirmer comme étant le fils de Thémis, et Michel Barré l'a très bien dit. Effectivement, je ne sais pas si c'est une invention d'Échille, mais chez Échille, Prométhée est le fils de la justice aussi. Et c'est lui qui s'oppose au pouvoir jeune de Jupiter, de Zeus, et donc il arrive avec cette volonté de rappeler qu'il y a des valeurs. Et c'est lui qui se fait accuser d'être le démesuré. Enfin, la manière dont le traite Hermès, c'est absolument scandaleux, mais c'est vrai que l'histoire, finalement, se termine bien. Il va être délivré parce qu'il a un savoir. En fait, il va monstrueusement dans la légende, il fait chanter Zeus en lui disant « Si tu ne me délivres pas, je ne te dis pas qui va détruire ton pouvoir ». Je ne me souviens plus très bien, mais c'est une femme qui doit... C'est pas Métis qui doit détruire... Je crois que c'est... Oui, hein, c'est ça, Michel ? Ben voilà, c'est ça. Et Métis, c'est aussi une forme de prudence qui aurait pu détruire la force violente de Zeus. On va ouvrir un peu les questions au parce public qui peut-être veulent discuter avec vous. Je passe... Perdón, yo quería hacer una reflexión. Empezamos las jornadas con una granadina y terminamos con un granadino, separados por una generación. La primera nos dijo que era anarquista y que no iría a votar, y el de la anterior generación nos pide que vayamos a votar para defender unas instituciones. Esto me hace pensar una generación, una juventud que estaríamos en esta perplejidad, como dice Daniel Innerarity en su libro Política para perplejos. Estamos en un momento político que nos deja perplejos. Las instituciones, cuando decimos frente a la desmedida contemporánea, ¿qué respuestas? Estamos en una época de desmedida. O sea, tú lo has dicho, Bolsonaro, bueno, etcétera. Todo lo que está pasando y un cierto desencanto que hay de las instituciones. Unas instituciones que podríamos empezar con las europeas y terminar, no sé, ayer, por ejemplo, Luis Olaya estaría un poco en esta cuestión, lo que estarían los griegos desencantados de las instituciones europeas. Entonces, bueno, mi pregunta sería, la respuesta a esta desmedida contemporánea es defender estas instituciones democráticas que en manos de quién están. ¿Están realmente en manos del demos, de la democracia griega, como diría Olaya, o están en manos de unas élites que lo que hacen es solamente que nuestro derecho, el único derecho humano que tenemos defendido es nuestro derecho a voto? ¿Qué piensas de esto? Bueno, pues mira, el único derecho humano no es el derecho al voto. Hemos hablado hoy mucho aquí del derecho a la información, el derecho al conocimiento, el derecho, por ejemplo, los españoles tenemos una serie de derechos constitucionales que en la práctica las instituciones no los llevan a cabo. Es el derecho a una vivienda digna, el derecho a una educación pública digna, a una sanidad pública digna. Entonces, el debate, ¿cuál es? Yo reivindico la verdad, sabiendo que la verdad se ha utilizado como legitimación de la explotación en muchas ocasiones. El principio del Juan de Mairena de Antonio Machado es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Agamenón, me convence, el porquero, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la verdad establecida suele favorecer al rey y suele explotar al porquero. A partir de ahí, basta con renunciar a la necesidad de unos valores éticos y de un conocimiento del mundo que tengan la posibilidad de un acuerdo, que nos pongamos de acuerdo en lo que es verdad o no es verdad, en lo que es bueno o lo que es malo. Lo traslado al territorio que tú planteas, que es el de las instituciones. Que las instituciones han desamparado a la gente, está claro. Que la crisis la ha pagado la gente
y que las instituciones han favorecido el empobrecimiento de las mayorías y el enriquecimiento de las minorías, está claro. ¿La alternativa cuál es? ¿Renunciar a las instituciones? Bueno, yo creo que se trata de repensarlas, se trata de intentar hacernos democráticamente y desde nuestros valores con ellas, como se trata frente a los grandes poderes económicos que se han apropiado del periodismo, intentar un periodismo que tenga que ver con la decencia. Si me pones entre votar o no votar, yo soy muy partidario del voto. Y quizá la diferencia entre Cristina y yo ya no sea que ella sea anarquista y yo no, sino que yo nací y viví en una dictadura y ella no. Y sé que todas las cosas, todas las mentiras, una democracia con problemas no es una dictadura. Y en ese sentido, a mí me parece que si somos incautos y renunciamos a la defensa de las instituciones democráticas por sus fallos, estamos favoreciendo la libertad y las manos libres de los poderes salvajes. Prefiero los ámbitos de referencia que a mí me permiten la democracia, y eso es lo que yo defiendo. Luis, avec ta permission, en l'absence de Cristina Morales et d'Eri De Luca, qui nous parlait depuis les mobilisations alternatives, l'OTA Continua, de ces qui ont fait ce qu'il est aussi comme artiste après, je voudrais continuer l'interpellation. Parce que ce qui pose problème, je trouve, dans ce que tu dis, n'est pas de dire un monde d'inégalité extrême, de confiscation de la richesse, comme celui qui est le cas aujourd'hui, produit de plus en plus des logiques autoritaires, puisque c'est intenable, et dont l'alibi idéologique sera l'idéologie identitaire. Tapez-vous les uns sur les autres au nom de votre origine, au lieu de vous occuper des causes communes de l'égalité qui vont me menacer. Donc c'est bien cela, le paysage qui nous menace, et c'est bien cela qui fait le lit non seulement des forces racistes, xénophobes ou d'extrême droite, mais de la contamination pas des forces politiques de droite, voire de gauche pour certaines, par leur idéologie. Ce qui pose problème, je trouve, c'est que, quand tu as dit la défense des institutions démocratiques. Parce que, est-ce que la démocratie, c'est des institutions comme une forteresse que l'on va défendre ? Ou est-ce que c'est une culture démocratique vivante ? Ce que tu as dit, par ailleurs, en disant il y a d'autres droits fondamentaux, et si le droit de vote ne peut pas se passer de ces autres droits fondamentaux. Et je crois que le problème qui nous est posé aujourd'hui, étant d'accord sur le danger et le pessimisme que tu poses, c'est comment nous réinventons la démocratie. On ne peut pas simplement dire « je suis la protection de la démocratie face à la menace ». On nous fait le coup beaucoup de fois, partout. Et on ne résout pas ce qui fait la menace, ce qui crée la menace. Et donc la vraie question, et je reprends mon histoire d'imaginaire qui n'est pas abstraite, c'est comme l'horizon, l'imaginaire. On ne l'atteint jamais, mais c'est ce qui vous sort du marécage. C'est ce qui vous fait monter la montagne, prendre de l'air, de l'espace. Et donc, nous avons un vrai problème, partout, de dire, regardez le danger, la menace, donc c'est moi la protection. Mais le moi qui dit, c'est moi la protection, c'est lui qui épouse des politiques économiques inégalitaires, qui accepte des logiques autoritaires et qui flirte avec l'identitaire. Et donc, nous avons ce vrai problème qui est de comment nous retrouvons, pour reprendre un mot qui, moi, me parle, l'été invincible de Camus, c'est comment nous réinventons, comme le foie de Prométhée qui se recrée, comment nous réinventons. On ne peut pas dire au peuple, regardez,
défendait les institutions démocratiques comme s'il y avait une muraille, comme s'il y avait une forteresse à défendre, si nous-mêmes, nous ne posons pas la question de leur réinvention. Je suis d'accord. Je sais. Pero ahora, fíjate que en ese proceso de reinvención de la democracia hay cosas complicadas y cosas fáciles de hacer. Por ejemplo, frente al asalto de los poderes totalitarios, más útiles que los avisos contra el racismo y contra el machismo, si los poderes democráticos derogasen la reforma laboral en España y permitiese que volviesen unas condiciones laborales dignas de trabajo, ahí se avanzaría mucho. Que en vez de degradar la educación pública como se está degradando, cuando yo aludía al pensamiento de Albert Camus, de que el tiempo de ocio tiene que ser tan importante como la dignidad, como el tiempo de trabajo, la verdad es que desde que yo me dedico a la cultura he visto como en España el concepto de cultura era invitación a la educación, a la conciencia crítica, a la imaginación moral, que es lo que te permite comprender con sensibilidad el dolor del otro. Ahí ha pasado al entretenimiento zafio y barato, a espectáculos de consumo. Entonces, intentar reivindicar la educación yo creo que también es una cosa sensata. Después hay otra cosa más complicada. ¿De qué manera educamos a las nuevas generaciones que viven en el mundo digital desde que son niños? ¿De qué manera la educamos en valores democráticos? Porque conocemos perfectamente que ahora el mundo digital se ha llenado de filtros. Si yo busco Menorca en Google, como me tienen fichado y saben lo que consumo, enseguida va a salir Camus, la relación de Camus con Menorca. Si alguien lo que quiere es pasar 5 días de veraneo, pone Camus y no le sale lo que a mí, pone ofertas de hoteles. O sea, hemos pasado no a ser controladores de la máquina, sino a ser un engranaje del consumo de la máquina. Y eso tiene su deriva política, porque ahora nos están convirtiendo en consumidores de discursos políticos y están sustituyendo la realidad de carne y hueso por una oferta de consumo virtual. En la poesía lo trató muy bien un poeta español, Edwin, que se llama Pedro Salinas, que después de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial escribió un poema titulado Cero, en el que decía, bueno, el piloto norteamericano aprieta el botón, no ve los ojos del que está matando, no ve la ciudad que está destruyendo, mata desde la altura, no conoce la realidad. En los bombardeos de Bagdad, los pilotos norteamericanos decían entre ellos en las comunicaciones, son fuegos artificiales, y otro decía, no, parece un videojuego. Es lo que está ocurriendo. Es mucho más difícil explotar a la gente cuando le ves los ojos que participar en un videojuego que nos controla para convertir en legítimo el odio. Y eso me parece más complicado. Y eso es un reto que tenemos por delante a la hora de reinventar la democracia, de reinventar la cultura democrática, no solo las instituciones, sino la cultura como tejido democrático y reivindicar las instituciones. Pero llegados aquí, quiero decir una cosa, hay mucha gente que prefiere tener razón a tener representación parlamentaria. Bueno, a mí me gustaría seguir defendiendo en la calle mis razones, pero tener una representación parlamentaria a la que le pudiera exigir que defienda la educación pública y que derogue la injustísima reforma laboral que se han hecho en los últimos años.
Sí, aquí. Hola. Bueno, muchas gracias por esta magnífica intervención, a los dos ponentes, como magnífica lo ha sido también la de todos los ponentes anteriores. Yo, ahora que nos estamos acercando al momento de las conclusiones, me parece que ya estamos concluyendo, no quería dejar de hacer una mención, quizás por mi deformación como helenista, que además ha trabajado mucho el tema de la deontología de la democracia y que ha trabajado también muchos años el tema de los mitos, de la mitología griega. Quería hacer una mención, y si se me permite, esto es más que una pregunta, es un ruego en este sentido, tener 3 minutos para contar un mito, que es el mito de Prometeo. Pero este mito de Prometeo que ha servido de hilo articulador a todas estas reflexiones sobre la rebeldía, creo que ha estado demasiado circunscrito al motivo de Prometeo como ese titán rebelde que roba el fuego del templo de Festo y Atenea para entregárselo a los hombres. Hay otra dimensión de este mito que va más allá y que la recoge precisamente Platón en el diálogo que dedica a la virtud política, en el Protágoras. Ahí cuenta precisamente que cuando Zeus creó las criaturas, y aquí empieza el mito, cuando Zeus creó todas las criaturas vivas, encomendó a 2 titanes, Prometeo y Epimeteo, que repartieran entre ellas de manera equitativa, metron to veltiston, todas las cualidades, de forma que fuera sostenible, que unos no se aniquilaran a los otros. Epimeteo, que significa el que piensa después de actuar, metis, epimeteo, tomó precipitadamente la iniciativa del reparto, encomendándole a su hermano Prometeo, que es el que piensa antes de actuar, que se limitara a supervisarlo al final. Así, Epimeteo adjudicó a unas criaturas pues, cualidades para depredar, a otras cualidades para huir, a las que hizo más prolíficas pues les permitió alimentarse de hierbas, a las que hizo menos prolíficas les permitió alimentarse de la carne de otras, etc. Y todo quedó equilibrado hasta de manera que ninguna estuviera amenazada por las demás. Sin embargo, Epimeteo, en ese reparto precipitado, se olvidó del hombre. Fue entonces cuando Prometeo, para remediar esta situación, que ya era demasiado tarde, robó del altar de Atenea y de Festo el fuego y se lo entregó a los hombres. Hasta ahí todos lo conocíamos esto. Pero después, dice Platón, así fueron los hombres los primeros que, al participar de esta pequeña esencia, parte divina, fueron los únicos en reconocer a los dioses y comenzaron a erigirles altares y comenzaron a generar una cultura. Pero ese fuego que había robado Prometeo les dio la capacidad de arreglárselas en la vida para sobrevivir, pero no les dio el conocimiento político para vivir en armonía, porque ese estaba en el templo de Zeus, al cual Prometeo no tenía acceso. Así que los hombres empezaron a afrentarse entre sí y a punto estuvieron de ser exterminados por su propia mano. Entonces, Zeus le dijo a su mensajero Hermes que fuera y repartiera entre los hombres la vergüenza y la justicia. Lo dice concretamente edos que dikin. El sentido de la vergüenza, edos viene de ezo, que significa arder. Es ese rubor que sube incluso al rostro cuando estamos faltando contra nuestra propia conciencia. Edos, que puede ser una forma de aludir a la ética también, y la justicia, por otro lado. Y el mensajero Hermes les contestó, le preguntó a Zeus, ¿cómo he de repartirlas? ¿Entre todos, a unos sí y a otros no, como el resto de las artes, o debo repartirlas entre todos?
Y entonces Zeus sentenció, entre todos, porque si solo participan de ellas unos pocos, nunca habrá ciudades. Este es el mito con el que Platón, en el Protágoras, fundamenta el sentido de la soberanía popular. La soberanía popular, que es algo que está tan en la base de nuestras aspiraciones democráticas y de nuestro sistema, no es algo a lo que se haya llegado gentilmente concediendo en que las decisiones que afectan a todos tienen que ser tomadas entre todos, sino en el reconocimiento de que estas cualidades, la ética y el sentido de la ética y el sentido de la justicia, el sentido de la vergüenza y el sentido de la equidad están en la naturaleza humana de todos. Y la polis, en ese momento, puso en marcha un mecanismo para que estas potencialidades que había en los hombres pudieran desarrollarse adecuadamente y llevarles a vivir en armonía. Ese mecanismo se llamó precisamente pedía, la educación a la que tú hacías alusión en estas últimas palabras. Quería añadir estas notas sobre el mito de Prometeo porque creo que nos ayudan a concluir sobre casi todo lo que hemos dicho en estas 2 jornadas. Muchas gracias. Juste un mot pour répondre, parce que c'était une très bonne remarque. Alors effectivement, celui qui reprend ça, c'est Aristote, quand il dit que l'homme est par nature un animal politique, c'est-à-dire fait pour vivre ensemble, fait pour vivre dans la police, en société, avec la démocratie. Et puis, la phrase, là non plus, elle n'est pas finie. C'est un animal politique et un animal qui a le logos. Le logos, c'est-à-dire à la fois la capacité de réfléchir et la capacité de parler, de se parler ensemble, de faire des œuvres, des poésies, des œuvres d'art, de se parler, de s'écouter, de ce qu'on a fait dans les rencontres. Voilà. Merci beaucoup. Muchas gracias, Françoise, muchas gracias, Luis. Vamos a coger 10 minutos, yo creo, de salir un poco, refrescar para cerrar. Volvemos a y media, si os parece bien, para intentar cerrar estas segundas trobades que estarán a cargo de un cierre no conclusivo a cargo del instigador de este proyecto, Miguel Ángel Moratinos.